Je m'appelle Sotiris Manitsaris. Je suis actuellement chercheur à l'École des Mines de Paris, au Centre de robotique, département maths et systèmes. Et je fais ma recherche dans le même laboratoire que Jean-François Gégaud. Là où Jean-François Gégaud a fait sa thèse, il vient de vous présenter vos travaux de thèse, ses travaux de thèse. Donc on a partagé le même bureau et les mêmes intérêts pour la recherche autour du geste. Donc, bon, quelques informations sur mon profil. Moi, j'ai fait mes études à l'étranger, en Grèce. J'ai fait des études en mathématiques appliquées, puis après j'ai fait un master en développement territorial à l'aide des nouvelles technologies, telles que la télédétection, c'est-à-dire le traitement des images satellites et des images aériennes, et les systèmes d'information géographique. Puis après, j'ai fait une thèse dans le domaine de la vision par ordinateur pour la reconnaissance des gestes musicaux des doigts et la modélisation stochastique des gestes des doigts d'un pianiste. Par la suite, ensuite, je me suis installé en France pour faire un postdoc à l'ESPCI ParisTech où j'ai travaillé principalement dans le domaine de la voix. Pour la reconstitution de la voix parlée pour des personnes qui ont subi d'une opération de larynx, donc qui ont subi d'une laryngectomie. Le but de cette recherche était de leur redonner leur propre voix. Et à la fin, je me suis installé à l'École des Mines de Paris pour rejoindre la chaire industrielle entre les Mines de Paris et PSA Peugeot Citroën et travailler dans le domaine de la collaboration homme-robot d'un point de vue gestuel. Et actuellement, je coordonne je suis responsable scientifique et technologique d'un projet européen qui traite le sujet du patrimoine culturel immatériel. Donc voilà un peu mon parcours scientifique. Donc ce que j'ai visé pour cette présentation, c'est surtout des applications sur lesquelles je travaille actuellement et qui sont vraiment liées au geste et à la gestuelle. Donc je considère que ma présentation sera complémentaire par rapport à celle de Jean-François, parce que je vais traiter, on va discuter ensemble les sujets de la capture du mouvement, de la modélisation, de la reconnaissance bien sûr du geste humain, ainsi que des aspects de l'apprentissage sensorimoteur d'un geste expert. Donc l'interaction gestuelle est quelque chose, une notion qu'on trouve dans la vie quotidienne, dans l'interaction avec un véhicule, dans l'interaction avec des objets quotidiens, dans l'interaction interpersonnelle. Donc il y a un schéma, un système interactif. À vrai dire, il y a plusieurs systèmes interactifs qui se basent sur un triangle dont les sommets sont constitués par la perception humaine, la connaissance et le geste. Et tout ce triangle-là forme une interaction gestuelle avec un autre système ou avec un autre être humain. Donc moi, je suis à la fois intéressé par le geste, par la connaissance gestuelle, les compétences gestuelles liées au patrimoine immatériel, par exemple, ou liées à un poste de travail dans une usine, dans une chaîne de montage d'un véhicule, par exemple, mais aussi bien à la perception. Et non seulement la perception humaine, mais aussi à la perception d'un robot, d'une machine intelligente. Donc, un petit historique des technologies qu'on utilise pour capturer le mouvement, parce que je considère qu'il s'agit des technologies vraiment émergentes, qui nous donnent plusieurs possibilités de capturer un mouvement avec un détail assez important. Donc il y a trois grandes familles des technologies de capture de mouvement. Tout d'abord, nous avons ce qu'on appelle les technologies basées sur les capteurs inertiels. Donc les capteurs inertiels, il s'agit des capteurs, on peut les imaginer comme des petites boussoles qu'on installe sur le corps humain. Et cette boussole-là calcule la rotation par rapport au nord. Donc on peut trouver ces capteurs inertiels sous la forme des capteurs individuels, comme par exemple les capteurs MOVEA dont Jean-François a parlé tout à l'heure, mais aussi bien sous la forme d'un vêtement ou équipé de plusieurs capteurs. Donc la différence entre un capteur individuel et un capteur sous la forme d'un vêtement, c'est que
le vêtement, souvent, il suit les capteurs installés sur le vêtement suivent souvent un modèle hiérarchique. C'est-à-dire que tout est contrôlé par la racine, qui est l'axe vertébral. Et donc, chaque rotation de chaque membre du corps humain est calculée par rapport à son membre précédent, ceci dit, à son capteur précédent, afin d'arriver jusqu'à la racine du système. Mais aussi, on trouve ce genre de capteurs qui sont souvent équipés des gyroscopes. Les gyroscopes, on en trouve aussi dans les téléphones portables. Des accéléromètres ou bien des magnétomètres. On les trouve aussi dans des objets tangibles. Ce qu'on appelle les objets tangibles sont des objets qui sont équipés des capteurs qui permettent de capturer le mouvement humain de façon indirecte. C'est-à-dire que le capteur n'est pas installé sur le corps, mais sur un objet, et en déplaçant l'objet, on capte le mouvement humain. Deuxième grande famille de technologies de capture de mouvement sont les systèmes qui sont basés sur la vision active par ordinateur, ou autrement dit, le terme international, c'est les systèmes de mocap. Donc, il s'agit de systèmes où il y a une caméra, et autour de la caméra, il y a des diodes de photoémettrice qui émettent de la lumière. Et cette lumière arrive jusqu'à des petits marqueurs, les petits marqueurs blancs que vous voyez, qui sont installés sur le corps humain. Et le mouvement est ainsi mesuré indirectement par la mesure du déplacement des marqueurs. Il s'agit bien des systèmes de haute précision, mais aussi ayant un coût très cher, voire on peut avoir un système relativement low cost autour de 15 000 euros, mais ça monte facilement jusqu'à 50 000, 60 000 euros. Donc ces systèmes-là ont été principalement utilisés pour des applications dans le cinéma, mais aussi pour tout ce qui est réhabilitation de la marche. Le petit bémol de ces systèmes, voire le grand bémol de ces systèmes, c'est qu'on ne peut pas envisager des applications à grande échelle avec un système qui coûte 50 000 euros. Donc il a fallu chercher vers d'autres technologies ayant un coût relativement réduit et qui sont facilement accessibles. Ce qui nous introduit à la troisième famille des systèmes, je parle des familles les plus répandues bien sûr, de capture de mouvement, qui sont les caméras de profondeur. Vous connaissez tous et toutes la caméra Kinect qui est assez répandue. Il s'agit des caméras qui nous donnent une information non seulement sur la 2D, mais aussi une information sur la distance entre le capteur et l'objet qui est détecté, qui est capté. On a d'autres caméras similaires à la Kinect, mais qui n'utilisent pas exactement la même technologie, telles que la caméra PMD, et laquelle je vais vous la présenter un petit peu plus tard. Et c'est la caméra exactement qu'on utilise pour faire la capture des gestes des doigts. Il y a aussi d'autres caméras, bien sûr. Les plus connues sont les webcams ou les caméras optiques, qui sont basées vraiment sur les technologies RGB. Ils sont beaucoup plus répandus que les caméras de profondeur, mais leur problème principal, c'est qu'elles demandent un calcul une réduction de bruit assez importante, parce qu'elles sont dépendantes des variations de luminosité. Donc il faut développer des algorithmes assez élaborés, assez sophistiqués, afin de répondre à ce problème-là. Par contre, avec les caméras de profondeur, ce problème, soit il n'existe pas, soit il est facilement gérable. Donc, puisque je m'adresse à des étudiants en Master 2, j'ai préparé un slide sur la méthodologie que nous utilisons ou que j'utilise pour faire la capture du mouvement, la modélisation du geste, la reconnaissance et l'apprentissage sensorimoteur du geste expert. Donc tout d'abord, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a la phase de la capture et de l'analyse du mouvement. On peut utiliser, on a ce qu'on appelle le geste expert. Le but de cette méthodologie, c'est de transmettre le geste expert à un apprenti. Ça peut être le geste artistique, le geste d'un danseur qui est considéré comme un point de référence dans son domaine, mais aussi
les gestes musicaux des doigts d'un pianiste qui est considéré aussi comme un point de référence, mais aussi les mouvements des composants du conduit vocal. Donc la première phase, il s'agit de capturer le mouvement. On peut utiliser soit des capteurs inertiels, s'il s'agit du geste, je veux dire des gestes des mains, on peut utiliser soit des capteurs inertiels, soit des caméras de profondeur. S'il s'agit des composants du conduit vocal, ceci dit la langue ou les lèvres, on a besoin soit d'un échographe qui capte le mouvement de la langue, soit des caméras optiques qui captent les mouvements des lèvres, etc. Donc il s'agit de la tâche qu'on souhaite. Le choix du capteur dépend de la tâche qu'on veut capter. Sachant que si on veut capturer les gestes des doigts, on peut à la fois utiliser des capteurs inertiels installés sur des gants, mais très souvent, l'utilisation des gants avec des capteurs inertiels est impossible parce que ça limite vraiment l'expressivité artistique de la personne. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de développer d'autres technologies alternatives par rapport aux capteurs inertiels. Donc la deuxième phase, c'est la phase de la modélisation. Donc on se pose la question comment est-ce qu'on peut décrire un geste, comment est-ce qu'on peut mathématiser un geste. La réponse est on ne peut pas mathématiser un geste de façon complète. Ça c'est sûr et certain. Par contre, on fait des efforts. Il y a plusieurs façons. Deux types de description du geste, deux types principaux. On peut utiliser des représentations cartésiennes, c'est ce qui est fait par les Kinect. On a comme retour des coordonnées dans l'espace 3D, mais aussi une représentation de rotation. C'est l'information fournie par les capteurs inertiels. Donc une fois, sachant que lorsqu'on utilise un capteur, une caméra de profondeur, on suit les articulations du corps humain, d'habitude, on suit les articulations du corps humain. Par contre, lorsqu'on utilise des capteurs inertiels, on calcule la rotation d'un segment. Parce que, bien sûr, le capteur, on l'installe sur un segment du corps humain. Par la suite, nous avons toute la partie modélisation stochastique, analyse du mouvement, modélisation stochastique. On utilise et l'apprentissage statistique, ceci dit le machine learning. On utilise des méthodes qui sont plus ou moins connues, telles que les HMM, les modèles Markov cachés, la DTW. Donc, en gros, pour vous donner un exemple simple, les HMM nous permettent de parmi un ensemble de gestes qui a été utilisé pour entraîner l'ordinateur ou le système, les HMM nous permettent de identifier quel est le geste qui est effectué en temps réel. La DDW nous permet d'aligner temporellement le geste qui est reconnu en temps réel avec le geste qui est, sur lequel le système a été entraîné. Donc la troisième phase qui est la reconnaissance, une fois l'entraînement fait, l'apprentissage statistique fait, on a la phase de la reconnaissance. Ceci dit, l'apprenti, soit la personne qui veut apprendre à chanter, soit la personne qui veut apprendre à jouer, à effectuer un geste artistique, il est obligé d'utiliser les mêmes capteurs et il essaye d'imiter le geste expert. Donc le système essaie de reconnaître son geste parmi un ensemble de gestes, et une fois le geste reconnu, il essaie d'aligner le geste de l'apprenti par rapport à le geste expert. On peut voir le geste comme un petit ressort, d'accord ? Peu importe si le geste est effectué d'une façon assez rapide ou d'une façon assez lente, ce qui nous intéresse à ce niveau-là, c'est la sémantique du geste, c'est-à-dire que il s'agit bien d'un geste, d'un arpège musical. Un arpège musical est défini indépendamment du tempo qui a été utilisé pour effectuer ce geste. Donc l'alignement temporel nous permet de savoir à chaque instant de se référer par rapport au geste expert. Une fois ce travail fait, nous avons ce qu'on appelle le retour sensorimoteur, ou bien plus simplement du feedback.
qu'on fournit à l'apprenti afin qu'il puisse corriger son geste en temps réel et s'adapter, s'aligner vraiment au geste de l'expert. Là, je montre quelques photos qui ont été prises et inspirées par le cas de la poterie, pour lequel je vais vous parler plus tard. Donc, on utilise les mêmes notions, mais de façon plus simplifiée, les mêmes notions que Jean-François Gégaud a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire la colocalisation et les affordances. On les utilise de façon plus simplifiée afin de fournir un feedback visuel à la personne, mais à l'apprenti. Mais on peut aussi utiliser de la musique ou des sons, des segments audio, pour lui fournir un feedback auditif. Ce qu'on appelle quelques phrases sur l'importance d'avoir un retour sensorimoteur. L'importance, je pense que tout le monde peut la comprendre. On peut s'inspirer de l'exemple de garer une voiture. Lorsqu'on a les capteurs de recul et on est en train de se rapprocher vraiment beaucoup à la voiture qui est derrière nous, le bip est constant. On entend un bip du genre constant qui nous dit tu n'as pas le droit d'aller plus loin que ce que tu es actuellement. Lorsqu'on est relativement éloigné, lorsqu'on est dans un état acceptable, on n'a pas de risque, donc dans ce cas, le bip, c'est du genre bip, bip, bip. Donc, on est inspiré par cet exemple et on a voulu transformer pour l'appliquer dans le domaine de l'apprentissage du geste expert. Donc, les technologies que nous développons au Centre de robotique de l'École des Mines et auxquelles je suis vraiment impliqué peuvent se catégoriser dans trois ensembles. Tout d'abord, nous avons la robotique et le véhicule intelligent, le patrimoine immatériel et bien sûr la santé et le bien-être. Je commence d'abord par la robotique et le véhicule intelligent. Donc j'ai travaillé pendant plusieurs mois, actuellement j'encadre des doctorants qui travaillent dans le domaine de la collaboration de robots. Donc la problématique à traiter, c'est comment est-ce qu'on peut faire sortir des robots monstres de leur cage. Parce que jusqu'à présent, dans les chaînes de montage, les robots étaient enfermés dans des grandes cages et l'être humain n'avait pas le droit d'y accéder parce que le robot avait un niveau de perception égal à 0. Donc l'idée de ce projet, de cette recherche, c'est d'augmenter le niveau de perception du robot. On ne parle plus d'un robot monstre, mais on parle d'un robot collaboratif. Ça peut être un robot humanoïde, par exemple. Donc pour augmenter le niveau de perception du robot, il faut d'abord capturer, modéliser, reconnaître le geste technique de l'opérateur qui travaille à côté. Donc, afin que le robot puisse adapter son comportement en fonction du geste de l'opérateur. Donc, il s'agit d'un projet qui est toujours en cours. On est vraiment en phase de modélisation et de la reconnaissance du geste technique de l'opérateur. Et je vais vous présenter une vidéo. Donc, on a beaucoup travaillé avec... ce projet est financé par PSA Peugeot Citroën. Donc, on a beaucoup travaillé dans le cadre du montage de la porte d'un véhicule. On a travaillé sur le cas du montage de la porte. Donc, on a modélisé 4 gestes. Le premier geste, il s'agit d'enlever le papier protecteur de la feuille d'étanchéité. Le deuxième geste, il s'agit d'installer la feuille d'étanchéité sur la porte. Et le troisième geste, il s'agit de fixer bien la feuille d'étanchéité. Là, vous voyez l'avatar de la personne, l'opérateur qui effectue le geste et qui porte un système équipé de capteurs inertiels. Et le quatrième geste, il s'agit d'installer le lèche-vitre d'une porte. Enfin, ce dictionnaire de gestes a été défini par l'industriel parce que ça reflète vraiment un vrai besoin industriel. Donc là, après avoir fait l'apprentissage sensomoteur, vous voyez l'apprentissage de la machine, vous voyez
à droite les... donc, vous voyez ici, comme nous avons eu quatre différents gestes, nous avons 4 colonnes, parce que nous avons entraîné 4 modèles différents, un modèle par geste. Donc, lorsqu'on demande à une personne d'effectuer un de ces 4 gestes, chaque modèle nous donne une probabilité. Et là, à la fin, la reconnaissance est faite en prenant en compte la probabilité maximale donnée parmi les 4 modèles sur lesquels le système a été entraîné. Donc ici, on voit les probabilités pour le deuxième geste, le positionnement de la feuille d'étanchéité. Le troisième geste, fixer la feuille d'étanchéité. Et le quatrième geste, qui est l'installation du lécheur. Donc, il faut dire que dans le cas de la collaboration homme-robot, on est plutôt dans une problématique de reconnaissance des tâches à effectuer. On n'est pas vraiment dans un domaine de détection d'un geste expert. Les tâches, comme vous avez bien compris, les tâches effectuées par l'opérateur sont des tâches simples, mais on est obligé de prendre en compte les problématiques industrielles qui sont, sachant que les industriels sont vraiment très sensibles aux aspects de la sécurité de l'opérateur. Donc le paramètre de la robustesse joue un rôle hyper important. Deuxième cas d'application, c'est toujours le véhicule intelligent. Donc après avoir présenté à PSA Peugeot Citroën les travaux de ma thèse, c'est-à-dire la reconnaissance des gestes musicaux des doigts, on a fait un brainstorming et on a conclu que ça pourrait être utilisé pour l'interaction entre le conducteur et le véhicule. Donc la problématique et l'enjeu dans ce projet, c'est jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on fait? On a un volant, on a les pédales, et puis après on a des interfaces autour, des interfaces pour contrôler l'autoradio, la clim, les essuie-glaces, etc. Donc le fait d'être obligé d'aller chercher le bon bouton pour régler la climatisation peut perturber le conducteur, donc ça peut provoquer des accidents. Donc l'idée de ces travaux de recherche, c'est de développer des technologies de reconnaissance des gestes des doigts de façon à que le conducteur n'enlève jamais ses mains du volant. Donc l'idée à moyen-long terme pour PSA Peugeot Citroën, c'est de développer un nouveau type de tableau de bord où les boutons, toutes les interfaces tangibles seront enlevées et on n'utilisera que des gestes des doigts pour contrôler un tableau de bord intelligent. Donc avant d'aller directement dans l'application du véhicule, je vais vous présenter quand même une petite vidéo qui décrit vraiment ce qui a été fait pendant les travaux de ma thèse. Donc j'ai travaillé sur la capture des gestes des doigts. Pour cela, il y a eu un modèle de main qui a été développé et qui était basé sur la couleur de la peau humaine. Donc en capturant la main avec une caméra optique, vous voyez l'image à gauche, il y a un modèle de la couleur de la peau humaine qui est appliqué sur l'image RGB et cela nous permet d'abstraire l'arrière-plan et d'avoir une silhouette de la main relativement correcte. Le vrai bémol de cette approche, c'est que lorsqu'on change vraiment les conditions de luminosité, le résultat n'est plus le même. Donc ça marche bien dans un environnement hyper contrôlé, mais ça ne peut pas marcher dans le cas d'un véhicule intelligent. Ça c'est clair parce que lorsqu'on traverse un tunnel, lorsqu'il fait nuit, on se déplace à un pays où il fait 45 degrés, la qualité de l'extraction des bouts des doigts n'est pas la même. Donc, par contre, pour le cas des interactions artistiques, où on travaille surtout dans des environnements contrôlés, ça peut marcher de manière assez bonne. Et l'idée, c'est vraiment de détecter la silhouette de la main dans une séquence d'images,
de détecter le centroïde de la main, et puis après, en se basant sur des notions géométriques de la forme de la main, détecter les bouts des doigts, et suivre, image par image, la position de chaque bout des doigts. La différence entre les systèmes existants qui sont basés sur la Kinect, c'est la reconnaissance simultanée des gestes des doigts. Ceci dit, ce système nous permet non seulement de capturer des postures de la main lorsque la main est vraiment ouverte, mais aussi lorsque la main est en position semi-fermée ou voire fermée. Parce que la Kinect, lorsque la Kinect, Kinect 2, la Kinect pour Xbox, fonctionne bien lorsqu'on respecte une distance d'1 mètre entre le capteur et la main. Par contre, lorsqu'on positionne la Kinect vraiment devant la main de l'utilisateur, on n'arrive pas à avoir une image, une carte de profondeur qui nous permettrait de détecter les bouts des doigts. Donc voilà, ici vous voyez directement le démonstrateur qu'on a développé avec PSA Peugeot Citroën. On a utilisé une caméra de profondeur. Donc l'utilisateur, le conducteur, il fait des petits mouvements de doigts de ce genre-là qui ont été définis. Ce dictionnaire de gestes a été défini par PSA Peugeot Citroën. Et nous avons une petite interface derrière qui donne un feedback visuel au conducteur. Comme quoi il effectuait bien le geste ou il ne l'a pas très bien effectué. Donc il s'agit d'un petit démonstrateur qui nous a permis de décider que finalement il s'agit d'un bon projet de recherche et que sur le long terme on va travailler ensemble pour développer vraiment des interfaces homme-machine, conducteur-véhicule plus précisément, qui ne seront pas liées aux boutons tangibles. Donc je passe directement au patrimoine immatériel. Donc le patrimoine culturel immatériel, c'est le fruit des compétences, d'une expertise rare qui est liée à la gestuelle humaine, surtout à la gestuelle humaine. Donc ce qu'on voit comme patrimoine matériel, c'est le fruit des compétences et des connaissances relativement rares. Donc le terme patrimoine culturel immatériel a été défini par l'UNESCO en 2003 par la Convention sur le patrimoine culturel immatériel. Et ce patrimoine, la musique, la danse, l'artisanat, c'est-à-dire les métiers d'art rares, mais aussi le chant, font partie du patrimoine culturel immatériel. Donc, il y a quelques années, je voulais vraiment combiner les connaissances et les compétences que j'ai prises pendant mes travaux de recherche, mon master, etc. Donc, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de développer des technologies qui pourraient capturer ce patrimoine culturel immatériel et de proposer aussi des outils pédagogiques pour la transmission de ces compétences. Donc, nous avons actuellement un gros projet européen qui réunit 12 partenaires académiques industriels en Europe et en Amérique, qui travaillent vraiment sur la transmission du patrimoine culturel immatériel. Moi, je suis plutôt impliqué dans le domaine des métiers d'art rare, et plus précisément dans le cas de la poterie, qui est un cas très complexe, parce que la poterie le potier n'utilise pas vraiment des outils pour former son objet. Donc la main est vraiment mise dans sa terre, ce qui rend extrêmement difficile la tâche de la segmentation de la scène, de la détection des bouts des doigts, etc. etc. Aussi, je suis aussi appliqué dans le cas du chant et aussi dans le cas de la musique. Je vais présenter quelques vidéos. Donc ici, on voit bien les technologies qu'on utilise pour capturer le mouvement du potier. On utilise bien les petites caméras que vous voyez là. Donc là, on utilise des caméras de profondeur telles que la PMD ou la Kinect. Voilà les PMD. C'est des petites caméras qui sont mises à droite et à gauche de l'objet. Le potier porte aussi le vêtement avec les capteurs inertiels. Les capteurs inertiels sont installés aussi sur le dos de la main. C'est pour ça que vous voyez ces scotch. Mais on utilise également des capteurs plus bas coût
telle que la Kinect. Donc à la fois, on veut tester, on veut modéliser le geste du potier en utilisant une technologie qui est vraiment plus fiable, telle que les capteurs inertiels, pour créer ce qu'on appelle la vérité terrain. Pour créer ce qu'on appelle la vérité terrain, mais on utilise aussi de façon synchronisée des technologies de bas coût telles que la Kinect. Sachant que la Kinect n'est pas vraiment adaptée pour reconnaître les gestes des mains. Par contre, la Kinect peut être utilisée pour capturer et reconnaître des postures globales du potier lorsqu'il crée son objet. Donc voilà une vidéo sur le cas de la poterie. Pour l'instant, ce qu'on a réussi à faire, c'est de segmenter la scène, ce qui est aussi une tâche assez difficile, vu que l'objet tourne. C'est pas un objet qui se déplace d'un point X à un point Y, c'est pas un objet qui est statique, il s'agit d'un objet qui tourne. Donc pour l'instant, ce qu'on a réussi à faire, c'est de segmenter l'objet et les mains par rapport à la scène et de modéliser le profil de l'objet. Parce que par la modélisation du profil de l'objet et sa détection en temps réel sur une séquence d'images, on aura de la connaissance sur l'évolution de la création de l'objet. Donc je ne dis pas que c'est gagné, je dis que c'est un projet en cours et qu'on travaille dessus. Non, la vitesse est réglée par le potier. Il y a quatre phases. Enfin, la création d'un objet et de poterie est grosso modo peut être découpée, segmentée en quatre phases. Chaque phase nécessite une vitesse de tour différente. Et ça dépend aussi de la technique de chaque potier. Sachant que chaque potier qui est considéré comme un potier expert a sa propre technique et on doit respecter ce paramètre-là. Donc on n'est pas en train de développer un système universel, on n'est pas en train de développer un système de générique qui permettra aux jeunes d'apprendre la poterie voilà, de façon générale. On est en train de développer un système d'apprentissage d'une technique experte liée à la personnalité du potier. C'est ça le cadre. Un autre domaine, une autre application du même projet, c'est la musique contemporaine. Il s'agit d'un use case qui est assez particulier parce que l'objectif de cette recherche est de s'inspirer des compositeurs classiques tels que Beethoven pour créer des métaphores gestuelles et musicales dans le milieu contemporain. C'est-à-dire, on est inspiré par des segments audio, par des patterns musicaux des grands compositeurs classiques, et on essaye d'associer ces segments musicaux à des gestes, ce qu'on appelle des everyday gestures. C'est-à-dire, jusqu'à présent, quelqu'un, afin de pouvoir apprendre à effectuer jouer, interpréter un petit morceau de Beethoven, il devait apprendre et travailler avec le piano pendant des années et des années. L'objectif, c'est de rendre accessible au grand public ce genre de connaissances qui est lié non seulement à la musique, mais aussi aux gestes qui créent de la musique. Donc, on est vraiment dans la problématique où on étudie le geste, la technique du jeu pianistique d'un point de vue de l'école musicale européenne, de l'école musicale russe. On essaye d'identifier les différences entre les deux écoles et on essaie de développer des technologies de capture de mouvement qui vont nous permettre d'étudier ces différences et de créer des métaphores qui seront inspirées sur ces différences-là. Donc l'objectif de cette recherche, c'est la reconnaissance des gestes d'un instrumentiste. On est vraiment sur des gestes du type piano-like, des gestes du piano, mais qui ne sont pas vraiment des gestes pianistiques. On peut effectuer des gestes du piano dans l'espace ou bien sur une surface. L'objectif, c'est le contrôle gestuel des paramètres sonores, sans interface tangible, sans passer par un clavier tangible. Et toute cette recherche-là s'inscrit dans un objectif à long terme qui est le développement d'un instrument de musique immatériel. Donc nous avons fait un concert
en Grèce qui visait vraiment à utiliser des technologies de capture de mouvement, mais vraiment des technologies de bas coût, telles que la Kinect principalement, mais aussi des technologies plus sophistiquées basées sur l'apprentissage de la statistique de la machine, les HMM, la DDW, pour créer des façons d'interaction, des modes d'interaction plus dynamiques entre le geste et le son. Donc, on est plutôt dans un contexte de théâtre musical. On n'est pas vraiment dans un contexte de composition musicale dans le sens classique. Donc, il y a des mouvements, il y a des performeurs sur scène, il y a des instrumentistes, mais il y a aussi ce qu'on appelle des informaticiens qui sont spécialisés dans le domaine musical qui contrôle des interfaces machines qui déclenchent des sons en temps réel. Donc une autre application assez intéressante, c'est le chant. Donc c'est vrai que le chant est étudié beaucoup, mais le chant a été étudié plutôt avec une approche sonore, audio. Il y a eu vraiment très peu de recherches qui ont visé à la compréhension profonde du fonctionnement du conduit vocal pour la création de la voix chantée. Donc, je me suis inspiré par mes travaux de recherche à l'ESPCI PyTech, où on captait les mouvements des lèvres et de la langue pour la reconstitution de la voix parlée des personnes laryngectomisées, pour proposer un use case pour mon projet où vraiment ce casque qui capture les mouvements du conduit vocal pourrait être utilisé pour l'apprentissage de la voix chantée. Donc nous sommes en train d'étudier différents types de chants rares, tels que la human beatbox, qui est une façon contemporaine, artistique contemporaine. Il s'agit bien d'imiter les instruments de musique par notre propre voix. On travaille aussi sur les chants corses, qui font partie de la liste de l'UNESCO sur le patrimoine culturel immatériel, sur la musique byzantine, le canto a tenore et les chants de Sardaigne. Donc, vu qu'on est plusieurs partenaires européens, chacun travaille dans son propre domaine, mais on utilise tous la même technologie. Donc, je vais vous montrer une vidéo pour voir un peu qu'est-ce que ça donne la Human Beatbox. Oui, oui. Je vais vous montrer la vidéo, après je vais vous expliquer le fonctionnement.
Donc voilà, là maintenant vous avez une petite idée sur la Human Beatbox. Donc sachant que c'est vraiment un challenge de capturer tous ces mouvements du conduit vocal, là vous avez vu que la partie lèvres et langue. Donc l'image que vous avez vue. Donc à gauche, nous avons une image échographique. Donc une image qui capte, qui est censée représenter la forme de la langue. Donc la langue, c'est cette partie-là. Tout le reste, c'est du bruit. On a aussi des informations sur le palais, sur d'autres composantes. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est les articulateurs. Donc c'est la langue. Donc c'est extrêmement difficile de réduire ce bruit-là et de détecter des formes de la langue qui pourraient être meaningful pour l'apprentissage. De l'autre côté, sur l'image à droite, nous avons l'image, une caméra optique qui est devant les lèvres de la personne, qui capte ces mouvements. Donc, nous n'avons pas que ces capteurs-là. Nous avons aussi installé un microphone, des électro-piézo-électrogrammes qui sont installés sous la forme d'un collier et qui captent l'ouverture et la fermeture des cordes vocales. Mais aussi un micro nasal qui capte les accélérations et décélérations lorsque le chanteur respire, prend de l'air et sort l'air pour chanter. Donc, la Human Beatbox, là, le cas que je vous ai présenté, c'est vraiment le cas le plus difficile. Pourquoi ? Parce que le chanteur fait des mouvements vraiment très brusques. Et à chaque fois, lorsque l'échographe, la sonde ultrasonore est déplacée, ben, nous n'avons pas à se repérer par rapport au palais de la personne. L'appareillage ne nuit pas justement à la production du son dans son authenticité. On est vraiment dans la phase de la création d'un casque ergonomique pour éviter de limiter l'expression artistique. Bien sûr, il y aura une certaine limitation de l'expression artistique, mais sachant que le cas de la Human Beatbox, c'est le cas le plus extrême. Parce qu'il fait des mouvements très brusques, et deux, parce qu'il n'y a pas du texte. C'est-à-dire que lorsqu'on veut apprendre du chant, souvent le texte, la langue joue un rôle important sur la production de la voix chantée, ce qui n'est pas le cas dans le cas de la Human Beatbox. Donc, on a effectué des enregistrements des chanteurs de la musique byzantine. La musique byzantine, il n'y a pas d'instrument musical qui va avec, il n'y a que la voix humaine. Et là, on a vu que les images sont d'une meilleure qualité que celle de la personne qui chante du beatbox. Oui, nous rencontrons des problèmes. On n'a pas tout résolu. C'est un projet sur 4 ans. On n'a fait que notre première année. Mais on est optimiste. Donc, dernière application pour ne pas trop vous fatiguer, c'est l'interface de parole silencieuse. C'est par l'interface de parole silencieuse que je me suis inspiré pour proposer ce use case sur la voix chantée. Donc l'idée, comme je vous ai évoqué plus ou moins tout à l'heure, c'était la reconnaissance visuelle de la parole. Donc si vous prenez le cas d'une personne laryngectomisée, cette personne-là, elle a appris à articuler, mais vu qu'elle a fait une opération de larynx, elle ne peut pas émettre du son. Donc on a un phénomène qui se réfère à quelque chose comme ça. Ça devient problématique parce que ça a des impacts psychologiques assez importants, vu que l'identité humaine est vraiment liée à sa voix.
Donc lorsqu'on perd notre voix, c'est extrêmement difficile. Surtout pour les femmes, parce on perd toutes les informations sur notre caractère, hein, vu qu'on a une voix très... c'est vraiment une voix très robotique. Donc, Pourquoi ces différences de genre? Parce que justement, les entre la femme. parce que parce que la voix de la femme souvent elle est plus douce, plus euh, pour un homme c'est plus ça peut être même naturel de parler un peu plus de façon plus bas. Par contre lorsqu'on fait une laryngectomie il n'y a pas de différence entre la- le caractère, la structure de la voix humaine. Donc, l'idée de ce projet, c'était de reconstituer la voix humaine. Donc, on a travaillé avec des patients. On a développé ce casque qui capte les mouvements de la langue et les mouvements des lèvres. On ne capte pas le son parce qu'il n'y a pas de son. C'est la parole silencieuse. Donc, on a réussi à reconnaître visuellement la parole et, ceci dit, d'avoir comme input les images des mouvements des lèvres et les images des mouvements de la langue et de sortir du texte. D'un côté, on a les images, de l'autre côté, on a le texte. Et une fois qu'on a ce texte, on peut donner ce texte à un système du type text-to-speech qui peut le lire et qui peut synthétiser de la voix. Or que c'est déjà bien, ça marche relativement bien pour la langue anglaise, ça marche moins bien pour la langue française vu qu'il y a la notion des liaisons. Lorsqu'on articule et on fait des liaisons, les mouvements de notre composante ne sont pas les mêmes que lorsqu'on ne fait pas des liaisons. Sauf qu'on ne peut pas prédire quand la personne va faire des liaisons ou qu'elle va éviter de faire des liaisons. Donc, vu qu'on avait que quelques enregistrements de la personne 20 ans avant son opération, et c'était des enregistrements vraiment d'une qualité très mauvaise, on a fait appel à un imitateur de voix. On lui a fait écouter les enregistrements et cet opérateur de voix a imité la personne. Elle a enregistré, l'imitateur a enregistré un corpus sur lequel notre système text-to-speech a été entraîné. Et actuellement, la personne, bien sûr, le patient n'a pas sa propre voix, bien entendu, mais elle a une voix qui a quand même quelques caractéristiques liées à sa voix d'origine. Donc, bien sûr, c'est pas gagné. C'est un projet, c'est une recherche ongoing, comme on dit. Mais il y a quand même un proof of concept qui a été fait. C'est une production synchrone qui pourrait être envisagée. Donc il y a deux choses. Lorsqu'on passe par le texte, on passe par une modélisation du langage. Ceci dit, on a des règles de grammaire qui sont prises en compte. Par exemple, on sait bien qu'on ne peut pas dire allant à la mer. Donc, ce genre de phrase est exclu par le système. Ceci dit, cela rend la reconnaissance plus lente. Donc, il y a un décalage entre ce que vous allez voir plus tard. Vous allez voir qu'il y a un décalage entre l'articulation et la synthèse. Mais il y a une autre approche sur laquelle on travaille, qui est le mapping direct entre les caractéristiques de l'image, donc des mouvements des composantes, et des caractéristiques sonores, des caractéristiques de la voix. C'est un peu une métaphore comme celle que je vous ai présentée tout à l'heure, entre le geste et la synthèse du son. La voix est beaucoup moins intelligible, mais le système est plus rapide. Donc, je vais présenter une petite vidéo pour clore sur un cas d'application. Là, vous allez voir qu'il y a un dictionnaire de phrases. Lorsqu'on restreint le nombre de phrases qui peuvent être reconnues, le taux de reconnaissance est très élevé. Lorsque notre dictionnaire de mots et de phrases est ouvert, c'est-à-dire la personne peut articuler n'importe quelle phrase, le taux de reconnaissance baisse autour de 80 et 85% pour l'anglais et 65 et 70 pour la langue française.
créer un... Bonjour Simon, qu'est-ce que tu es en train de faire? En fait, j'enregistre ma propre voix afin de créer un mini-corpus pour tester l'interface de parole silencieuse. La preuve que non. Donc là, l'étudiant, il est en train d'enregistrer son propre corpus vocal, donc un mini-corpus de quelques phrases. Donc la voix qui sera synthétisée, c'est sa propre voix. Pardon. Donc la voix qui sera synthétisée, ce sera sa propre voix. Mais on a fait le même travail pour un dictionnaire vraiment très ouvert. Donc Ils m'ont dit, on vous rappelle. Simon, qu'est-ce que c'est une interface de parole silencieuse? C'est un système qui permet de synthétiser sa propre voix en parlant en fait, mais sans émettre de son. Simon, quelles sont les applications d'un tel système? Ça peut avoir diverses applications, comme des applications médicales, comme redonner leur voix naturelle aux laryngectomisés, ou encore des applications de communication pratique, comme parler au téléphone dans un environnement bruyant. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Simon, qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc voilà le casque. Voilà le casque. Donc voyez la petite caméra optique qui est devant les lèvres et la sonde ultrasonore qui est sous la mâchoire, sachant que c'est un casque qui date de 2011. Actuellement, on a réussi à diminuer la taille de la sonde ultrasonore. Elle est vraiment très petite. À l'époque, on utilisait une sonde ultrasonore assez répandue, telle que, enfin, il y avait une grosse surface plastique pour la tenir. C'était vraiment une sonde générique. Là, on a réussi à avoir un contrat bilatéral avec un industriel qui fabrique ce genre de sonde. Et nous avons une sonde vraiment miniaturisée. C'est pour ça qu'on est en train aussi de travailler sur l'aspect ergonomique du casque. Qui n'est pas un casque hyper esthétique, j'avoue, mais sachant que la toute première version du casque, enfin, il n'y avait pas de casque, on était obligé d'installer notre tête sur une machine, d'être fixé, on n'avait pas le droit de bouger. Mais avec ce casque-là, on peut mettre tout le matériel, l'ordinateur et le box de la sonde échographique dans un sac. On peut se balader avec, on peut même contrôler le casque à l'interface de parole silencieuse avec notre iPhone ou notre iPad. Donc voilà, les choses évoluent. Et pour vous montrer, juste pour vous montrer le laps de temps qu'il y a entre l'articulation. Voilà. Simon, quel type de test tu fais? En fait, je vais parler silencieusement, je vais dire alors je suis désolé, et le système va en fait synthétiser ma propre voix. Pourquoi ça prend la tête? Justement parce que c'est extrêmement difficile de rendre la sonde échographique vraiment stable. On a étudié plusieurs différentes possibilités pour positionner la sonde échographique et ce genre de casque qui passe par le haut de la tête, c'est pareil que c'est vraiment le type de casque qui nous donne une stabilité et une bonne qualité d'image. Mais c'est vrai que c'est pas le plus ergonomique ou esthétiquement le meilleur possible. Donc je ne veux pas trop vous fatiguer par rapport à...
Pardon? Ouais, quand il parle silencieusement, ça fait... À peu près 15 secondes. En mapping, c'est instantané. Je n'ai pas encore de vidéo là-dessus parce que c'est une recherche qui est en cours. Sachant, par contre, la voix n'est pas extrêmement intelligible. Nous avons une voix du genre quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment une voix, mais elle n'est pas facilement intelligible. Donc on travaille dessus. Utiliser ma propre voix. Alors, je suis désolé. Il faut savoir qu'on enregistre 60 images par seconde en utilisant l'échographe et la caméra optique. Et il faut aussi savoir que la sonde ultrasonore, enfin ce capteur-là n'est pas un capteur assez user-friendly. Du coup, c'est extrêmement difficile de. On n'a même pas accès au SDK du capteur. Donc on est obligé de demander la moindre chose au fabricant. Du coup, les travaux avancent vraiment de façon assez lente, mais quand même, ça montre le principe que voilà, on peut trouver des façons alternatives pour reconstituer la voix, mais aussi on peut utiliser ce genre de capteur pour modéliser et étudier les compétences et le savoir dans le domaine de la voix chantée. Donc si vous avez des questions. Merci. L'étude que vous avez faite, qui est donc, j'ai retenu que vous n'avez pas étudié uniquement le mouvement des lèvres et de la langue, mais aussi des capteurs au niveau du souffle, j'imagine, la respiration, Oui. et aussi en fait, le larynx avec les cordes vocales. Est-ce que vous avez pensé à des applications derrière? C'est-à-dire que je comprends ce que vous voulez faire avec la reconstitution de la voix parlée, qui viendrait après une opération justement où on ôte le larynx. Mais par rapport au chant, quel est l'objet de l'étude juste par rapport au chant? Oui, d'accord. Donc ce casque est utilisé à la fois pour la modélisation des compétences de la voix chantée. Donc il y a à la fois les chanteurs experts qui portent le casque. On enregistre des corpus avec des phrases, s'il y a de la parole dedans, avec des phrases qui nous sont indiquées par les experts et qui sont des phrases représentatives de leurs compétences. Lorsqu'on parle des chants corses, on est en train de créer un corpus avec des phrases, du texte, c'est-à-dire du texte, de l'audio, des images pour chaque composant du conduit vocal, mais aussi les piezo, les signaux, tous les autres signaux que nous avons. Donc, une fois ce corpus créé, on l'utilise pour entraîner le système, faire du machine learning, entraîner les HMM, modèles Markov cachés, etc. Donc, après, il y a une deuxième phase. Il y a une deuxième phase où on interagit avec les experts et on définit des scénarios pédagogiques. C'est-à-dire, pour apprendre à chanter tel ou tel chant ou pour apprendre à créer un objet de poterie, la seule chose à apprendre, c'est pas juste les gestes. Il y a aussi d'autres sujets autour du geste, autour de cette compétence qui sont extrêmement importants pour l'apprentissage de cette compétence. C'est pour ça qu'on définit ensemble un scénario pédagogique. Et la troisième phase, et c'est là où l'apprentissage sensorimoteur intervient, c'est l'installation du casque. C'est que l'apprenti porte le casque, il essaye d'imiter
le système lui propose des tâches pédagogiques à effectuer. L'apprenti essaye d'imiter le détenteur du champ rare, et il y a un score qui lui dit combien il est éloigné, mais en même temps, il y a un retour visuel ou sonore, ou les deux, ça dépend de la personne, qui le corrige en temps réel afin qu'il puisse être le plus proche possible à la voix de son maître. Par exemple, un exemple d'un retour auditif, ça peut être la voix de son maître, de son expert, qui se met en background et qui l'aide à corriger différents paramètres de son interprétation. Sauf que si je peux juste compléter, je comprends, avec la poterie, ça me paraît pas impossible, bien que je sois pas du tout spécialiste. Sauf que quand on connaît vraiment le fonctionnement de la voix chantée, et en l'occurrence lyrique, puisque ça a l'air d'être un de vos... non, pas lyrique, pardon. C'est pas forcément... J'ai pas vraiment travaillé dans le domaine du chant lyrique, et je travaille pas vraiment dans tous les cas que je vous ai évoqués, c'est-à-dire les chants corses, les chants de Sardaigne. Moi, je travaille uniquement sur la musique byzantine, et j'interviens aussi dans le domaine de la human beatbox. Donc le but, ce serait de reproduire le son, mais pas forcément avec la technique. Le but est double, hein. Reproduire le son avec la même technique. Après, c'est vrai qu'on doit respecter aussi la personnalité humaine même de l'apprenti. Mais il faut savoir que les personnes qu'on étudie, ils sont considérés comme des experts, donc comme des gens, des chanteurs qui ont vraiment une compétence rare. Donc le but, c'est non seulement d'apprendre à chanter du chant corse, mais le but, c'est d'apprendre à chanter du chant corse comme tel ou tel chanteur. Parce que justement, la composante qui est pas, qui moi m'apparaît pas par rapport à ce qu'on a vu mesurable et reproductible, c'est justement là on mesure l'appareil vocal, c'est-à-dire le son purement, mais il y a tout l'appareil phonatoire de façon globale qui fonctionne avec la respiration. Et donc ça, si ça rentre pas, c'est-à-dire que le chanteur respire pour pouvoir chanter. Oui, et donc oui. ce flux d'alimentation d'air et la position du corps par rapport à ça, elle compte dans la reproduction du chant. Tout à fait, on ne capte pas uniquement Tout d'abord, on capte les mouvements de langue des lèvres, l'ouverture et fermeture des cordes vocales. On a un micronasal sur le nez pour capturer la respiration. On capte les gestes humains, les gestes de la main. On capte aussi les expressions faciales. Il y a un ensemble de choses qui sont captées. Il n'y a pas que les... Moi, j'ai focalisé, j'ai ciblé les articulateurs, parce que c'est le cas sur lequel j'ai principalement travaillé, mais il y a aussi d'autres modalités qui sont captées et qui sont étudiées. D'accord. Mais on a vraiment ciblé le conduit vocal. C'est ça Je suis tout à fait d'accord, mais c'est vrai que l'air qui est respiré par la personne, on peut la capter soit par le micronasal comme ici, avec des piézoélectriques qu'on met sur le nez. On a cette information. Merci. J'espère ne pas voler une question à un étudiant, mais il y en aura peut-être d'autres après. Brièvement, très impressionnant cette pluralité d'approches sur la modélisation du corps. Moi, j'ai l'impression d'avoir affaire à des cas extrêmes plutôt qu'à des cas limites, parce que vous allez au cœur de la difficulté la plus complète, enfin la plus excessive. Et donc, j'ai deux questions. La première, c'est dans quelle mesure vous estimez que ça fait partie d'une recherche fondamentale ou plutôt appliquée? Je m'explique, au sens où on pourrait se dire, bon, à un moment donné, on va mettre des puces RFID dans les ongles et puis on pourra capter ou très bien ce que fait. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une question de résolution et qu'à un moment donné, techniquement, il y a plusieurs problèmes qui vont être résolus à échéance 25 ans, quoi. Enfin, je veux dire, ou même pas, hein, mais disons 10 ans. Donc, quelque part, on pourrait dire que c'est juste un enjeu un peu d'ingénierie. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a des questions fondamentales assez fortes derrière. Et du coup, si oui, lesquelles? Ou est-ce que vous avez une recherche épistémologique, genre, voilà, c'est quoi, qu'est-ce qui est modélisable, qu'est-ce qui l'est pas? Enfin, bon, il y a plein de questions. Et l'autre point, c'est qu'est-ce qui fait que dans votre parcours, vous vous êtes attaché à ces domaines qui sont reliés à travers votre personne? Voilà, moi, ça m'intéresse en tant que parcours de chercheur. Merci.
Euh, Tout d'abord, je vous remercie pour votre question. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a des aspects de recherche à la fois fondamentale et applicative. Euh, les aspects qui sont liés à la recherche fondamentale, c'est vraiment la modélisation des formes gestuelles et sonores et le mapping, c'est-à-dire la mise en correspondance des caractéristiques qui décrivent une des deux formes, gestuelle ou sonore, et afin de déclencher des processus de l'autre forme. C'est-à-dire ce qu'on appelle le cross-modal modeling. On utilise comme input des modalités et on a comme output une sorte, un éventail d'interactions. C'est ça entre modalités entre les entre différents inputs et outputs. Donc l'aspect de modélisation, je reconnais que c'est pas quelque chose qui est gagné parce que le geste humain, c'est une notion qui peut pas être mathématisée, qui peut pas être décrite avec une séquence de chiffres, bien sûr. Donc on est vraiment dans une phase où on essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe lorsque le potier effectue tel ou tel geste. Donc on est vraiment dans une approche, j'avoue que simplifiée du geste, hein, vu qu'on n'a que peu de moyens pour le décrire. Après, ce qui fait que... Mais en même temps, c'est pas vraiment... C'est des technologies émergentes, mais les applications ne sont pas des applications qui font référence à de la science-fiction. Je vous donne un exemple. Ce genre de technologie peut être appliqué même à des robots compagnons. On verra dans 5 ou 10 ans des robots qui marcheront dans la rue. C'est pas quelque chose qui est complètement... il est complètement envisageable. Hein. Donc, je pense que ce qui est... dans ma recherche, ce qui m'intéresse le plus, c'est que j'essaye de développer des méthodologies qui peuvent avoir plusieurs applications. Et en fonction du besoin, j'essaye de l'appliquer, de l'adapter ou pas, afin de répondre aux besoins de la problématique. Après, en ce qui concerne le grand éventail d'applications et des recherches, elles sont plutôt liées à, je vous dirais de façon simple, que ce soit un mouvement de la langue ou un mouvement des lèvres ou un petit mouvement de doigt, d'un point de vue mathématique, il s'agit d'une façon de décrire d'utiliser des descripteurs qui décrivent ce genre de mouvement. Donc, si vous avez vu, j'ai une forte composante artistique. Je travaille beaucoup avec des applications artistiques parce que pour moi, ce qui est important, c'est qu'avec ce genre d'interface, on peut créer des nouvelles interfaces d'expressivité, soit musicale, soit interactive, soit etc. etc. Donc, l'idée, c'est d'étudier des choses plutôt classiques, plutôt reconnues comme des expertises, pour créer des nouvelles métaphores, pour renouveler ce patrimoine, pour le rendre accessible au grand public. Donc il y a cette composante, je pense que dans la grosse partie de mes travaux de recherche. Une dernière question. Oui, Pierre Quétier, je me suis intéressé aux transmissions de connaissances via des pratiques gestuelles dans les arts japonais, les arts populaires japonais. Et à ce titre, j'aurais une question sur les connaissances immatérielles. Ce que je comprends, c'est que vous essayez de modéliser des pratiques de transmission. C'est-à-dire que vous voulez à la fois modéliser la pratique de l'expert, mais aussi sa pratique de transmission. Et donc, j'aimerais savoir jusqu'où vous allez. C'est-à-dire, si vous voulez faire des machines à enseigner... non. Voilà, je vais vous raconter une petite histoire. Quand je suis allé avec un collègue à un Info Day de l'Union européenne pour présenter le projet, avant que ce soit même soumis comme projet,
j'ai eu une réunion bilatérale avec un Project Officer de l'Union européenne. Donc l'appel à projet, c'était apprentissage et accès à la culture, aux aspects culturels. Donc quand j'ai présenté le projet, le Project Officer m'a répondu que voilà... je l'ai expliqué que c'est pas moi qui a défini le challenge de la transmission du patrimoine culturel et matériel, c'est l'UNESCO. Et sa réponse était oui, l'UNESCO a défini ce challenge, mais même l'UNESCO ne sait pas comment faire. Donc qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Donc moi, j'ai pas, si vous voulez, j'ai pas une solution qui demain pourrait sauver et pourrait répondre de façon complète à cette problématique. Mais quand même, mon objectif, c'est de créer une petite base sur laquelle on pourrait s'appuyer dans l'avenir pour créer des systèmes plus intelligents, des façons pédagogiques plus adaptées aux besoins de l'apprenti, etc. Donc, en ce qui concerne votre question, ma réponse est que on étudie. C'est pour ça que j'ai fait la liaison entre mon master sur le développement local et ma thèse de doctorat. Pourquoi? Parce que cette expertise rare est liée, dans la plupart des cas, avec l'identité locale d'un territoire. Ceci dit, la personne vit et développe son expertise dans un environnement précis, dans un territoire, et il interagit avec d'autres personnes de son territoire. Donc, du coup, on essaye de respecter cette façon de transmettre le patrimoine culturel immatériel. C'est pour ça qu'on travaille également. Un des impacts, une des contributions de ce projet, ce serait de proposer des outils pédagogiques basés sur les nouvelles technologies pour la transmission du patrimoine culturel immatériel, mais dans des ateliers, dans ce qu'on appelle les écoles territoriales, des écoles qui pourraient être non pas des écoles classiques, mais des écoles où on peut vraiment apprendre l'identité locale d'un territoire. Donc, on fait le maximum pour respecter ce lien entre l'expertise rare et l'identité locale à chaque fois. Merci.